Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Les Montgeronais, passant devant le 45 rue des Plantes de cette ville, ont-ils conscience que vécut et mourut ici l'un des plus grands égyptologues français du XXe siècle, le chanoine Étienne Drioton. Son souvenir est pourtant précieusement entretenu au musée Joseph Jacquiot de la ville, où se trouve une véritable section d'antiquités égyptiennes, mais également des papiers, des clichés et des objets ayant appartenu au grand homme. Conservatrice de ce musée, Michèle Juret est également l'auteur d'une remarquable biographie de cet illustre égyptologue intitulée « Étienne Drioton, l'Égypte, une passion », publiée aux éditions Gérard Louis. Michèle Juret, bonjour et merci de nous accueillir dans le musée Joseph Jacquiot de Montgeron et plus précisément dans la section égyptologie du musée. Comme vous le savez, dans l'Essonne en hauteur, on est très soucieux des lieux et la première chose que j'ai envie de vous demander, avant d'évoquer évidemment la personnalité extraordinaire d'Étienne Drioton à qui vous avez consacré une biographie, eh bien, c'est de nous présenter ces lieux. À qui sont ces objets? Comment ce musée a été créé? Qu'est-ce que c'est que ce musée Joseph Jacquiot? Alors, bonjour Monsieur Coulis, je vous remercie de vous intéresser au musée et à cet ouvrage. Alors, comment le musée a été créé? Eh bien, tout vient de la détermination de Joseph Jacquiot, qui était la cousine d'Étienne Drioton. C'était une grande dame également, et elle a tenu à créer pour Montgeron un musée en offrant sa collection. Alors la collection d'égyptologie ne vient pas de la collection d'Étienne Drioton, c'était un chercheur. D'accord. C'était un chercheur, il n'avait pas de collection, quelques petits objets sans grande importance lui ont appartenu. D'accord. La collection a été achetée grâce au legs de Joseph Jacquiot qui a légué tout ce qu'elle possédait pour l'achat d'œuvres de valeur. Donc indirectement, c'est une affaire de famille, mais ça ne vient pas aussi directement de l'Égypte qu'on le penserait. Voilà. Et alors, est-ce que vous-même, vous avez eu un rôle dans l'acquisition de cette collection? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le rôle? Le rôle, eh bien, la municipalité a mis à ma disposition les fonds qui étaient destinés à ces achats. Et petit à petit, bien sûr, j'ai fait des achats à Drouot, notamment, chez Tajan. Et il y a quelques petits objets quelques petites œuvres qui ont été léguées également par un Montgeronais. Alors, trouver des antiquités égyptiennes alors qu'on va évoquer la personnalité d'Étienne Drioton, il n'y a rien d'étonnant. Est-ce que, évoquant son souvenir dans ce musée, il n'y a que ces antiquités égyptiennes ou il y a d'autres éléments qui se rapportent à Drioton? À Drioton, ben oui, vous avez des souvenirs, vous avez notamment ces archives, c'est la grande richesse du musée, ce sont des archives manuscrites, des milliers de documents, des milliers de photos, les tirées à part de ses publications, enfin, et des souvenirs personnels, des meubles qui lui ont appartenu, et tous ces écrits, c'est absolument fabuleux. Oui, parce que quand on lit votre biographie, on voit qu'on aura l'occasion de développer cet aspect-là, mais que Drioton est un chercheur infatigable. Et justement, je m'étais posé la question de ce qu'étaient devenus tous ces papiers. Donc, le musée Joseph Jacquiot est dépositaire d'une partie des archives de Drioton. Oui, il possède une grande partie des archives manuscrites. Sa bibliothèque est à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. D'accord, ah oui, alors c'est divisé. Et un peu de ses archives, je pense. D'accord, oui. Donc c'est divisé sur plusieurs sites. Oui. Et alors, il y avait une autre question toujours se rapportant à ce qu'avait possédé Drioton et ce qu'il avait fait, que je me posais, c'est dans votre livre, vous insistez, et vous l'illustrez d'ailleurs avec ça, sur l'aspect moderne de Drioton en tant qu'égyptologue, parce qu'il a pris énormément de photos des sites, des découvertes, etc. Et ces clichés sont devenus quoi? Est-ce que Montgeron est aussi dépositaire de ces clichés? Nous possédons une grande partie de ces clichés également. D'accord, donc c'est ici. Qui sont constitués de clichés papier, et énormément de plaques photographiques, de plaques de verre. D'accord. Parce que jusque dans les années 30, il prenait ses photos sur plaques de verre, donc nous les avons. Est-ce que vous êtes capable d'estimer à combien se monte le fonds photographique? Plusieurs milliers, 2-3 000. Plusieurs milliers, d'accord. 2 ou 3 000. Alors, il y a une question logique. Ce musée est superbe. J'avoue que je l'ai découvert en même temps que votre biographie. Pourtant, je sillonne l'Essonne. Et je me demandais, est-ce que les personnes qui font aujourd'hui des études d'égyptologie connaissent ce musée? Est-ce que c'est un site de référence? Qui vient visiter ce musée, en fait?
Alors, le grand public, le large public le connaît très peu, mais les égyptologues désormais le connaissent. Déjà l'ouvrage a été présenté à la Société française d'égyptologie. Et nous avons des chercheurs de la Sorbonne, et notamment du Louvre qui viennent chercher des chercheurs qui cherchent, excusez-moi, dans ces documents et qui trouvent des inédits. Donc c'est devenu un site de référence en fait, ce n'est pas qu'un site qu'on visite comme ça. Je pense, oui. Bien. Alors évidemment, nous devons maintenant nous intéresser à votre travail de biographe sur Drioton, parce qu'on a compris ce que vous aviez fait au sein du musée. Il y a une question simple qui se pose, c'est comment en êtes-vous venu à vous intéresser à Drioton vous-même? Alors j'en avais entendu parler par sa cousine, Joseph Jacquiot, que je connaissais personnellement. Excusez-moi, mais vous êtes Montgeronnaise vous-même? Je suis Montgeronnaise. D'accord. Je suis Montgeronnaise depuis des années. Et donc Joseph Jacquiot m'avait beaucoup parlé de ce prestigieux cousin, de sa carrière. Et elle m'a encouragée à faire des études d'égyptologie. Ce qui m'a conduite à faire des études à l'école du Louvre. Je suis diplômée de recherche de 3e cycle de l'école du Louvre, donc en égyptologie. J'étais vraiment très bien placée pour récupérer, trier ces archives. Mais je vous avoue qu'au début, l'idée d'écrire sa biographie ne m'a absolument pas effleurée. Et puis, au cours de ce classement, finalement, j'ai mesuré que c'était un monument de l'égyptologie. Il était connu dans le milieu des scientifiques, mais il n'est pas connu d'un large public. J'ai trouvé que c'était extrêmement dommage. Injuste, et donc vous avez réparé cela en commettant cette biographie. Voilà, je tente de réparer cette injustice. Alors, écoutez, nous on peut d'ores et déjà dire que vous l'avez réparé de très belle manière, parce que votre biographie est à la fois passionnante sur le plan narratif, extrêmement rigoureuse sur le plan scientifique, mais immédiatement ça amène une autre question. Combien de temps avez-vous mis pour écrire cette biographie? Alors pour la rédiger, j'ai mis 2 ans, je pense, à peu près 2 ans. Ça semble pas si long? J'avais passé 10 ans à trier ces archives, voilà. donc je savais à peu près où trouver ce que je cherchais. D'accord. Et puis, donc on est plus proche de 12 que de 2 en fait. On est plus proche de 12 que de 2. 2 pour la rédaction, 10 pour l'incubation, si je puis dire. Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et alors, donc, évidemment, on va le découvrir dans votre biographie, une large partie de la vie de Drioton s'est passée in situ, en Égypte. Est-ce que vous vous êtes rendu sur les traces, on peut dire, de Drioton en Égypte? Alors, il se trouve que j'y étais allée sans le savoir avant. Ah, d'accord. Puisque j'ai fait plusieurs voyages en Égypte, et notamment un voyage pour le mémoire que je préparais, le mémoire de recherche à l'école du Louvre. Donc, je connais les sites, si vous voulez, dont je parle dans ce livre. Et je connais les sites où il a vécu en France, à Nancy notamment, puisque la famille... C'est un Lorrain. C'est un Lorrain, et le cercle scientifique Étienne Drioton s'intéresse beaucoup justement à ce que la mémoire de Drioton ressurgisse. Donc ils m'ont emmené sur les sites où il a vécu. Et je connaissais bien sûr très bien la maison de Joseph Jacquiot, où il a terminé à Montgeron les 9 dernières années de sa vie. Alors justement, ça nous amène à évoquer l'homme Drioton. Est-ce que lorsque vous vous êtes rendu un petit peu sur ces traces inconsciemment, vous avez quand même entendu parler de Drioton en Égypte? Est-ce que c'est un nom qui est resté populaire, un nom qui est connu? En Égypte, non. Non. En Égypte, non. Non, alors qu'il a fait une si grande œuvre là-bas. Voilà, tout à fait. Bon. Mais bon, disons qu'avec les Égyptiens, nous avions très peu de contacts. J'y suis allée une première fois en touriste, donc ça parlait un petit peu anglais et il n'était pas question de Drioton. J'ai eu très peu de contacts, disons, à l'époque. En revanche, à l'Institut français d'archéologie orientale, Drioton est très connu. Évidemment, très connu. C'est un grand nom de l'égyptologie. D'accord. Et alors, est-ce que quand même, bon, on sait que l'Égypte traverse une période politique un petit peu bouleversée, mais est-ce qu'il est envisageable que votre livre ait une diffusion égyptienne pour un petit peu véhiculer son souvenir là-bas, ou pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour? J'aimerais beaucoup. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Je sais qu'il y a un volume à l'Institut français d'archéologie orientale. Donc consultable là-bas. Consultable là-bas. Je ne l'ai pas envoyé aux autorités égyptiennes, d'autant que je critique un petit peu le comportement de certains Égyptiens dans ce livre. On y viendra plus tard. C'est un peu délicat. D'accord, on y viendra plus tard. Alors maintenant, on va s'intéresser évidemment à la personnalité d'Étienne Drioton, et qui est votre sujet quand même biographique. Et c'est un personnage finalement extrêmement riche, parce qu'il y a... Bon,
Parfois, un personnage est riche par une seule dimension, lui, il est riche par 2 dimensions. Drioton, qu'on va surtout retenir comme un égyptologue, c'est avant tout, enfin c'est quelqu'un qui chronologiquement est d'abord formé comme un religieux et un religieux de haut niveau. De fait, ces 2 vocations ont tendance un petit peu à occulter l'homme. Ce n'est pas le portrait intime qui prime dans votre biographie, c'est plutôt son portrait en tant qu'égyptologue. D'ailleurs, le sous-titre le laisse comprendre immédiatement, l'Égypte, une passion. Mais vous tracez de tels éloges sur l'homme que j'ai quand même envie de vous poser une question un petit peu provocante. Il n'avait pas des défauts avec toutes les qualités que vous lui trouvez. Il était gentil, il était modeste, il était travailleur comme jamais, il était intègre, mais il n'avait pas un défaut quand même, ce Drioton. Alors, le seul défaut que moi j'ai trouvé finalement dans les objets que j'ai récupérés, c'est il fumait beaucoup. Bon, mais c'est pas un défaut moral, ça. Il fumait beaucoup. Sinon, bien, pour moi, c'est un saint, on pourrait presque l'appeler Saint Drioton. D'accord, très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut intellectuellement dire que Drioton, bah, c'est aussi une grosse tête, quoi? Ah, c'est quelqu'un... Il a une dimension intellectuelle absolument extraordinaire. Il a toujours été extrêmement brillant, aussi bien dans ses premières études, baccalauréat, vous le savez, à 16 ans, dans ses études ecclésiastiques, puisqu'il a quand même un double doctorat, philosophie, théologie, une licence sciences bibliques du Vatican. Et puis, il a poursuivi ses études à l'Institut catholique à Paris, et je vous assure que l'appréciation de ses professeurs, nous avons l'appréciation manuscrite du professeur qui a corrigé son examen d'études finales. C'est extraordinaire, 19 en version hiéroglyphique, c'est une note étonnante. Et je crois qu'il était justement aussi un spécialiste des langues orientales, par-dessus le marché. Donc c'est un profil extrêmement complet, et comme vous venez de le rappeler, étant donné qu'il avait une vocation religieuse, son cursus scolaire, son cursus supérieur, il s'est surtout développé dans ses études religieuses. Qu'est-ce que sa formation religieuse, selon vous, a apporté à sa vocation d'égyptologue? Sa formation religieuse a certainement préparé sa vocation de recherche. C'était un chercheur avec une extrême rigueur, et je pense justement que le fait d'avoir préparé ses doctorats de philosophie, théologie, le préparait aussi à la recherche. Et puis il s'est passionné très tôt pour l'égyptologie. Bon, finalement, la formation religieuse avait du bon. Parce que quand on lit votre ouvrage, finalement, religieusement, il n'a pas vraiment exercé son ministère. Il était très pieux au jour le jour et pour lui-même, mais on ne peut pas dire que l'essentiel de sa vie, c'est une vocation de prêtre. Finalement, c'est beaucoup plus une vocation d'égyptologue. Vous êtes d'accord avec ça? C'est plus une vocation d'égyptologue, oui. D'accord. Oui. Alors du coup, on se demande comment est né, parce qu'une vocation de prêtre, c'est quand même quelque chose normalement qui vous occupe beaucoup l'esprit, si vous me permettez ce mot. Comment est née cette passion parallèle pour l'Égypte? Comment Drioton devient amoureux de l'Égypte? Cette passion est née très tôt. Comme beaucoup d'enfants, en ouvrant son livre d'histoire, il a été fasciné par les sphinx, les pyramides, etc. Mais il est allé beaucoup plus loin, parce que dès 11 ans, il a demandé à son père de lui fournir une grammaire égyptienne, rédigée par Victor Loret. Et lorsqu'il venait au Louvre avec ses parents, eh bien, il recopiait déjà des hiéroglyphes, il s'essayait aux traductions seul. Et ses parents ont présenté ses travaux à Georges Bénédite au Louvre, qui l'a beaucoup encouragé, lui a proposé des cours par correspondance, et on peut dire que Georges Bénédite a été son premier maître. Bien. Alors, il y a une autre dimension qui m'a frappé dans la carrière d'égyptologue de Drioton. On l'a dit, il a eu la chance qu'elle s'exerce principalement en Égypte. Et c'est l'Égypte encore de la colonisation, majoritairement la colonisation britannique. On voit d'ailleurs que les Égyptiens n'aiment vraiment pas du tout les Britanniques. Les Français sont un chouïa mieux tolérés, mais enfin ça reste quand même une présence coloniale qu'on apprécie plus ou moins. Et Drioton qui a commencé à exercer en Égypte dans quelles années? Les années 20-30 à peu près? 24. 1924, voilà, c'est ça. Dès les années 20, et qui est resté jusqu'aux années 52. On comprendra d'ailleurs pourquoi cette date, hein, c'est logique. Donc il est quand même resté quasiment 30 ans en Égypte. C'est une très longue carrière. Dès le début, avant même la Seconde Guerre mondiale, il comprend
que la colonisation ne durera pas éternellement. Et il a une attitude formidable en tant qu'égyptologue par rapport aux Égyptiens. Est-ce que vous voulez expliquer en quoi? Eh bien, il a préparé l'avenir. Il a préparé l'avenir parce que dès qu'il a été nommé directeur général du service des Antiquités, parallèlement, il donnait des cours de doctorat à l'université Fouad Ier pour préparer justement des Égyptiens qui devront remplacer finalement les cadres étrangers en place. Donc il a vraiment préparé l'avenir. Voilà, il n'est pas resté comme un colonial jouissant de ses privilèges et il a eu la passion toute sa vie de la transmission. De la transmission, là on vient de l'évoquer, envers le public égyptien, mais il a aussi transmis en France et à des Français toute sa vie. Et alors, cette fois-ci, on va évoquer un nom qui dira quelque chose à toutes les personnes qui aiment l'égyptologie. Il a été l'enseignant, par exemple, de Christine Desroches-Noblecourt, qui est, elle, une légende. Oui. Oui, il a été l'un des maîtres de Christiane Desroches-Noblecourt. Il a beaucoup aidé quand elle est venue travailler en Égypte, à Deir el-Médine notamment. Et disons qu'une relation d'estime et d'amitié s'est nouée entre eux, puisqu'il est le parrain de son fils. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, donc il y a eu un lien qui a dépassé le lien professoral, qui est allé jusqu'à un lien plus affectif. Oui, de même, alors on dit que sa carrière, elle s'est évidemment déroulée plus longtemps en Égypte. Quelle fonction précisément il a occupé là-bas? Alors, de 1924 à 1936, finalement, il est allé, disons, appelé par l'Institut français d'archéologie orientale pour des missions épigraphiques sur les temples de Médamoud et de Tod. Et en 1936, il était déjà en 1936 très connu pour ses publications, pour ses travaux érudits, pour ses recherches. Et en 1936, il a été appelé par le roi Fouad Ier à la direction générale du service des Antiquités au Caire. Donc c'est-à-dire même le roi d'Égypte, qui a parfois essayé un peu de lutter contre la présence coloniale, à lui en particulier, lui accordait toute sa confiance. Oui. Bon, oui. On va reparler de ce lien avec, comment dirais-je, le roi d'Égypte un peu plus tard. Mais alors, il ne faut pas non plus faire croire à nos téléspectateurs que la vie de Drioton a été un parcours semé de roses là-bas, ou si c'était des roses, elles avaient pas mal d'épines. En particulier dans votre livre, et c'est peut-être ce que vous sous-entendiez tout à l'heure, il a eu maille à partir avec certains membres de l'administration égyptienne. Vous êtes assez prudente dans votre livre, mais en gros, pour parler très clairement à nos spectateurs, il a eu un casse-pied qui lui a collé aux semelles comme un chewing-gum et qui n'a pas cessé de nuire à ses travaux, de lui nuire personnellement. Comment Drioton réagissait par rapport à ça, et est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur les difficultés qu'il a rencontrées? Alors il a eu un rival, mais un rival... Sur des dizaines d'années. Sur des dizaines d'années. Ce rival bénéficiait d'appui au sein du gouvernement et il a été nommé sous-directeur. Donc il était dans les pas d'Étienne Drioton, si je puis dire. Il a monté des intrigues, des campagnes de presse. Enfin, ça a été épouvantable. Le faisant passer pour malhonnête. Oui, voilà. tout à fait, mettant en doute sa probité, finalement ses qualités. Merci. Ses qualités. Et puis en 1939, il se trouve que sont parvenues à Drioton des plaintes des équipes que ce monsieur dirigeait, ce bey, c'était un bey, dirigeait... Ah, ça je ne sais pas dit dans le livre, donc c'est un personnage important. Au chantier des pyramides, des rumeurs de malversation, des rumeurs au départ, mais qui se sont concrétisées par véritablement des plaintes. Donc, ce monsieur a été jugé, mais il bénéficiait d'appuis importants parce qu'il a été éliminé du service des Antiquités, mais il est resté au sein de l'administration tout de même. Alors, ces rumeurs étaient d'autant plus malhonnêtes que Drioton, par opposition à d'autres égyptologues, n'a jamais été un pilleur de sarcophages. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours songé, n'est-ce pas, quand il faisait des découvertes importantes en Égypte, à laisser l'essentiel de ce patrimoine en Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est une chose qu'on peut lui reconnaître? Tout à fait, parce que bien sûr c'est lui qui décidait du partage des chantiers de fouilles. Hein. Et à l'époque, le pays qui initiait les fouilles avait le droit à une certaine partie des trouvailles, mais Drioton a toujours voulu garder pour l'Égypte tous les éléments essentiels et dont l'Égypte n'avait pas d'exemple au musée du Caire. Donc on voit sa très grande probité et son très grand souci scientifique. C'est peut-être cela qui lui attire une amitié que j'ai trouvée extraordinaire avec le roi Farouk d'Égypte,
parce que bon, beaucoup de nos téléspectateurs se souviendront peut-être de Farouk, qui a laissé quand même une image extrêmement contrastée et, pour être assez honnête, pas une très bonne image. En gros, c'était un roi dont le début de règne a été plein de promesses, qui très vite a été gâté peut-être parce qu'il y avait beaucoup de corruption dans ce pays et qu'il a laissé, c'est pas, un soupçon de frivolité, pas de grand sérieux dans la direction des affaires. Votre livre, indirectement, lui rend hommage parce que d'abord, c'est quelqu'un qui se passionne pour l'égyptologie, c'est quelqu'un qui devient un collectionneur avisé, et son attitude avec Drioton est formidable. Quelle relation le roi Farouk d'Égypte et Drioton ont entretenue? Alors, en janvier 1937, Farouk n'était pas encore roi, c'était le prince Farouk, il n'était pas encore couronné, son père, le roi Fouad, était mort, et durant un mois, il initie une croisière sur le Nil pour l'inauguration de son règne et pour rencontrer son peuple. Il se trouve que Étienne Drioton fait partie du cortège royal et devient en somme le guide du jeune roi. Et finalement, l'immense savoir d'Étienne Drioton, mais pas seulement son immense savoir, son enthousiasme, sa cordialité, ont vraiment conquis le jeune Farouk, qui lui s'intéressait de toute façon au passé de son pays. Donc il va protéger constamment, tant qu'il le pourra, mais jusqu'en 1952 où il ne pouvait plus rien faire. Bien sûr. Il va protéger l'action du directeur, il va s'intéresser aux fouilles, il va devenir collectionneur, il demandait des conseils à Drioton et il va financer certains chantiers de fouilles sur sa cassette. Chaque fois que l'État ne peut pas, on se retourne vers le roi qui finance sur sa cassette. Et le roi finance. Et alors, il y a une petite anecdote amusante, mais puisque nous sommes à Montgeron, il est bon de la citer ici. Farouk, au-delà de l'exil, c'est dire que donc leurs liens étaient authentiques, ce n'étaient pas des liens hypocrites, au-delà de l'exil, a souhaité continuer à entretenir une relation avec Drioton. Et une légende disait qu'il était venu jusqu'à Montgeron lui rendre visite, et vous avez fait la vérification que ce n'est pas une légende. Tout à fait, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs, c'est la filleule d'Étienne Drioton, à Nancy, qui m'a confirmé qu'en effet, le roi Farouk était venu rencontrer Drioton à Montgeron. Donc, comment dirais-je, le resplendissant Farouk a été le Montgeronais d'un jour, en venant ici. Alors, je voulais aussi lire ce que disait un collègue de Drioton, justement sur son comportement en Égypte, pour accréditer comme ça le grand sérieux de cet égyptologue. Voilà ce que dit Jacques Vendier, vous l'avez cité tout à l'heure, au moment de la découverte du trésor de Todd sur la personnalité de Drioton. Jamais nous ne pourrons oublier cette vie commune, son enthousiasme sur le chantier. Lorsque fut découvert le trésor, sa complaisance qui le poussait à s'acquitter des plus humbles besognes matérielles, ni ces soirées au cours desquelles tous les membres de la mission, réunis autour d'une lampe, étudiaient les trouvailles, enfilaient des perles, inventoriaient les objets, tout en commentant les problèmes posés par la fouille. Étienne Drioton savait élever la conversation, mais c'était lui encore qui savait apporter par des propos aimables une certaine détente dans la vie sévère que nous menions. On retrouvait là encore son admirable équilibre qui faisait sa force. Bon, écoutez, tout le monde rêverait d'un tel éloge, je ne sais pas s'il était posthume, mais d'un tel éloge. Alors, est-ce que vous savez si aujourd'hui l'Égypte, comment dirais-je, commémore d'une certaine façon Drioton? Quand vous y êtes allé, vous n'en avez pas entendu parler, mais est-ce que dans les lieux où il a officié, et lui qui a eu un rôle si important dans la formation de l'égyptologie égyptienne, est-ce qu'il y a quand même quelque chose? Est-ce que son nom est toujours quelque part là-bas? Là, je n'ai pas la réponse exacte à votre question, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, quand il a quitté l'Égypte, quand il n'est pas retourné en Égypte en 1952 après la Révolution, s'est développée encore une campagne de presse contre lui, toujours initiée par ce fameux rival qui lui en voulait à mort de ne pas avoir eu, lui, le poste de directeur général du service des Antiquités. Or, cette campagne de presse a été immédiatement stoppée par le gouvernement égyptien, les journaux ont été censurés, les sphères gouvernementales ont gardé à l'époque énormément d'estime pour Étienne Drioton, mais dans le public, dans le large public, le mal était fait quand même. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, on peut dire que Étienne Drioton quitte l'Égypte emporté par les événements de 1952, c'est-à-dire l'arrivée, le coup d'État de Nasser et évidemment le départ pour l'exil de Farouk. Mais comment Étienne Drioton devient un Montgeronais?
Alors, Étienne Drioton s'est retrouvé avec des difficultés financières quand même. Voilà, c'est un homme qui n'a jamais... Il a eu des fonctions très prestigieuses, il a eu des décorations splendides, il a fréquenté des rois, et finalement, le bilan de tout ça, c'est qu'il n'a jamais eu d'argent. Et non. Alors, trouver en 1952 un appartement suffisamment grand pour recevoir une bibliothèque qui comptait 5000 volumes et pas des plus petits comme dimension, il n'a pas trouvé, il n'en avait pas les moyens. Et donc Marguerite et Joseph Jacquiot, ses cousines, qui habitaient Montgeron dans une demeure suffisamment spacieuse, puisqu'elle comptait 12 pièces, je crois, lui ont proposé un petit appartement mitoyen dans leur propriété. Donc il est devenu Montgeronais à partir de la fin des années 50, de la fin 1952. Donc voilà comment Drioton, d'Égyptien, devient Montgeronais. Voilà. Alors, pour conclure cette émission, parce que évidemment on continuera à se passionner pendant des heures pour cette personnalité extrêmement riche et injustement méconnue, on pourrait essayer de tracer une sorte de bilan de ce que Étienne Drioton a apporté à l'égyptologie. Est-ce que vous voulez essayer de tracer ce bilan? Qu'est-ce qu'Étienne Drioton a apporté à l'égyptologie? Alors sur le plan administratif, au musée du Caire, ça a été un administrateur avisé, extraordinaire. Il a initié notamment la création d'un service de restauration, revu l'organisation des services. Il voulait doubler la capacité du musée du Caire. Enfin, il a eu vraiment une œuvre, et puis il a préparé l'avenir en l'égyptologie égyptienne. L'égyptologie égyptienne. Sur le plan scientifique, c'était également un grand scientifique. En 1956, Joseph Jacquiot a publié sa bibliographie qui ne comptait déjà pas moins de 287 numéros d'articles, ce qui est énorme. Et il a encore travaillé pendant 4 ans. Ses publications doivent approcher entre presque 400. Donc c'est une œuvre gigantesque. C'est une œuvre absolument gigantesque. Et puis, c'est une œuvre immense et novatrice en même temps, parce que il a publié d'abord dans tous les domaines, et puis il a fait des découvertes. Il a fait des découvertes scientifiques. S'il n'a pas fait de découvertes lui-même sur le terrain, il a fait des découvertes scientifiques, notamment dans le domaine de la cryptographie. Voilà, c'est ça. La cryptographie qui est une écriture, des sortes de rébus à l'intérieur de l'écriture hiéroglyphique. Il a trouvé la clé de déchiffrement de cette écriture, qui ouvrait les portes également au déchiffrement de certaines formules sur les scarabées qui n'avaient jamais été élucidées. Et autre domaine dans lequel il a été novateur et où il a fait des découvertes, il a découvert qu'il existait un théâtre à l'époque pharaonique. Voilà. Que le théâtre n'est pas forcément grec. Voilà, on avait l'habitude de dire que le théâtre était grec, mais il a prouvé qu'il existait un théâtre profane, même du temps de l'époque pharaonique. Et puis il a aussi, mais là ça rejoint un petit peu le côté, son engagement sacerdotal. Léger, bien sûr. Il a prouvé qu'il y avait une forme de monothéisme dans la morale et dans les croyances égyptiennes, que les Égyptiens adoraient tous les dieux de l'Égypte, mais que personnellement, ils pouvaient avoir une dévotion pour un seul Dieu. Et ça, il l'a trouvé en trouvant à plusieurs reprises la mention de Dieu au singulier, sans qu'aucun dieu ne soit nommé à la suite. Donc l'hypothèse d'un monothéisme. Voilà, la force suprême. Absolument. Alors avant de nous quitter, je voudrais montrer à la caméra, puisque vous avez eu la gentillesse d'exhumer des archives du musée, les cahiers tracés de la main de Drioton. Vous disiez par exemple qu'un de ses apports majeurs était dans la cryptographie, et on voit qu'effectivement il s'amuse à reproduire des hiéroglyphes égyptiens et à marquer en face leur traduction. Je suis presque gêné de tenir ce document. C'est extrêmement émouvant, c'est méticuleux et ça montre l'engagement de toute une vie. Écoutez, Michel Juret, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accueillis au musée Joseph Jacquiot de Montgeron. En nous accueillant ici, vous avez permis à l'émission d'épouser parfaitement sa vocation, qui est de faire connaître des lieux remarquables et pas toujours assez connus pour les spectateurs. Nous espérons, après l'émission, qu'ils se précipiteront en masse, une masse raisonnable, jusqu'à la porte du musée. Vous les accueillerez avec le charme que vous avez déployé pendant l'émission. Merci Michel Juret. En tous les cas, c'est moi qui vous remercie également. Nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en hauteur.